toutes et à toutes et bienvenue dans un nouvel épisode de Fondements et expériences de la démocratie. Aujourd'hui, nous allons aborder évidemment un nouveau sujet et ce sujet sera le rôle des sondages et des médias en France et en démocratie. Mais tout d'abord, petite définition. Qu'est-ce qu'un média? Un média est tout simplement un moyen de diffusion de l'information. Aujourd'hui, les médias, entendus comme support de diffusion d'informations et d'expression d'opinion, ont connu un tel essor, avec notamment l'apparition des médias de masse, permettant de communiquer des informations au plus grand nombre, qui sont ainsi devenus incontournables dans les démocraties modernes. En effet, si on considère la démocratie comme un système politique basé sur le pouvoir du peuple, caractérisé par un certain nombre de libertés, que nous connaissons, la liberté d'expression, d'information et d'opinion, et qui s'oppose au régime autoritaire ou totalitaire, on comprend aisément la place tenue par les médias dans un tel système. Les médias peuvent ainsi, quelque part, se porter comme les garants de la démocratie. Les médias représentent l'ensemble des moyens de communication informant et formant l'opinion publique. En France, comme dans la plupart des démocraties, la loi protège et affirme la liberté de presse et des médias, qui ont donc par ce fait un réel pouvoir. Néanmoins, les médias ont souvent tendance à surmédiatiser un événement, pour malheureusement augmenter tout simplement leur audience. Ils peuvent ainsi donc manipuler l'opinion. Par exemple, l'abondance de reportages sur l'insécurité dans les banlieues ont pu faire peur quelque part aux gens et les traumatiser, et ce qui a donc par A plus B influencé en partie la présidentielle de 2022. Les journalistes doivent donc respecter un code de déontologie et toujours dire la vérité, sans subir de pression politique ou financière. Et c'est là qu'intervient le CSA, le comité de surveillance de l'audiovisuel, qui veille au respect de ces règles. Et c'est là où nous pouvons nous demander donc quelle est l'importance des médias dans une démocratie. Comme nous l'avons dit plus tôt, les médias sont les moyens d'expression et de communication qui permettent à chacun de s'informer et de former son opinion. Ce qui marque évidemment, encore une fois, l'importance des médias dans une démocratie ou dans n'importe quel système politique dans le monde. Ils satisfont ainsi le droit à l'information. Il est intéressant néanmoins de noter ou de savoir que la télévision est le média le plus utilisé pour prendre connaissance de l'actualité. Néanmoins, le public fait plus confiance à la presse écrite pour avoir des explications détaillées et fiables. Après nous être intéressés un peu plus tôt aux médias et à ses tenants et aboutissants, nous allons désormais nous intéresser au sondage et à la définition de ce terme et à tout ce qu'il englobe, comme l'opinion publique, pour pouvoir plus tard en parler avec les médias. Donc, on appelle opinion publique le jugement des citoyens sur un sujet d'actualité. Il peut être par exemple politique, économique, social, etc. Pour connaître donc cette opinion publique, on organise ce que l'on appelle des sondages. Ces sondages sont une technique qui consiste à interroger une partie de la population pour connaître l'ensemble du point de vue, de l'opinion de la population. Néanmoins, vous l'aurez compris, les résultats d'un sondage n'ont aucune légitimité, car la volonté populaire ne peut et ne s'exprimera toujours que par le vote. Le vote est au final l'expression du choix des citoyens sur des grands débats de la collectivité. Les médias sont donc évidemment essentiels pour la création de l'opinion publique. Néanmoins, les sondages, qui sont un instrument de mesure de l'opinion publique, d'expression et de la diversité des points de vue, permettent à chaque individu de former son opinion. C'est pourquoi, comme les médias, nous pouvons voir l'importance du sondage. Quelques petites définitions qui ne feront pas de mal pour comprendre que mieux la suite de notre pensée. Tout d'abord, opinion publique. Nous en avons parlé un peu plus tôt, mais voici la définition exacte. Opinion publique, ensemble de convictions et de valeurs plus ou moins partagées par la population d'une société donnée à un moment donné. Une opinion publique est donc une opinion donnée à un instant T. Maintenant, le sondage d'opinion est une technique visant à donner une indication quantitative de l'opinion d'une population en interrogeant un échantillon représentatif de cette population.
Quelques petits rappels historiques. Au XVIIIe siècle, l'émergence de l'opinion publique est liée au développement de la démocratie. Les lieux publics permettent d'échanger sur des questions politiques et des problématiques communes à l'ensemble des citoyens. Au XIXe siècle, nous sommes face à la transformation de la perception du concept d'opinion. L'opinion devient l'expression légitime de l'ensemble des citoyens. Nous sommes aussi face à la transformation de l'espace public, en tribune de dénonciation visant à interpeller le pouvoir politique et à peser dans le débat public. À partir de 1965, nous sommes face à une démocratie d'opinion, qui est dite démocratie du public avec le développement des médias et des sondages. La formation de l'opinion se fait donc de diverses manières, à travers les médias, la mobilisation collective aux associations, etc. De nos jours, l'opinion publique est considérée comme étant l'addition d'opinions individuelles et ce qui est souvent associé à l'opinion de la majorité. Le développement de l'opinion publique est une des conséquences des plus logiques de la démocratie. La prise en compte de cette opinion modifie donc le fonctionnement de la démocratie. L'opinion publique permet un pouvoir plus important des individus et modifie l'action des gouvernants et leur sélection. Nous avons ainsi donc d'un côté les gouvernants et les gouvernés quelque part, ou plutôt les électeurs. Donc pour les gouvernants, ils ont un certain rôle très important à jouer, ils sont les décideurs politiques et peuvent ainsi mesurer la popularité quelque part de leurs mesures et saisir si celles-ci vont dans le sens de l'intérêt du plus grand nombre. Du côté des électeurs, ces derniers, en parlant des sondages évidemment, leur permettent de savoir quelle est l'opinion publique sur un sujet. Ils peuvent donc modifier quelque part leur choix et leur participation en fonction de ce qu'ils perçoivent de l'opinion. Les sondages peuvent ainsi jouer sur la participation électorale, et c'est ce que l'on appelle l'attitude de vote utile, quelque part. Donc comme nous en avons parlé plus tôt, nous avons d'un côté les médias qui se portent comme étant les garants de la démocratie, et de l'autre les sondages qui nous informent sur leur rôle important et sur quelque part leur capacité à jouer sur le vote et à influencer sur la participation électorale. Donc j'espère que vous avez évidemment bien saisi le rôle important que peuvent jouer les médias et les sondages au sein d'une démocratie, ou au contraire le rôle important qu'ils peuvent jouer dans une dictature ou tout autre système politique visant à tyranniser quelque part ou à influencer le peuple. Et c'est donc dans cette dimension-là que nous, pour le coup, nous serons très fermés sur la démocratie. Néanmoins, c'est dans ces mesures-là que nous allons voir dans une première partie que les médias et les sondages sont des outils essentiels à la démocratie. Ils ont un rôle ultra-démocratique. En effet, nous ne pouvons pas le nier, ce sont des outils qui vont vers la démocratie. Et afin de nous resserrer un peu quelque part, nous verrons dans une seconde partie justement l'utilisation et les usages des médias et des sondages dans une démocratie, et plus en détail dans une démocratie qui est la France. Et ainsi donc, vous le sentez arriver, j'en suis sûr, nous verrons dans une troisième partie les limites des médias et des sondages au sein de la démocratie française. Les médias se sont développés dans les démocraties occidentales et leur liberté est une condition de la démocratie permettant d'augmenter le sentiment démocratique, non pas en termes d'égalité tocquevillienne, mais comme système politique pluraliste où la circulation de l'information est libre et où la liberté et la pluralité d'opinions sont effectives. Le 26 août 1789, l'article 11 de la démocratie des droits de l'homme et du citoyen stipule « La liberté, communication des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux de l'homme. Tout citoyen peut donc parler, écrire, exprimer librement, sauf à répondre de l'abus de cette liberté dans les cas déterminés par la loi. » Ainsi, le développement de la presse, puis de la radio, de la télévision et aujourd'hui d'Internet sont autant de supports à la disposition des citoyens allant dans ce sens.
Stop! Quelques dates clés concernant le développement des médias. En 1831, Théophraste Redaud crée la première gazette. Ce n'est qu'au 19e que la presse moderne apparaît. En 1850, le premier journal quotidien est tiré à des millions d'exemplaires aux États-Unis, au Washington Post. En 1995, nous avons l'apparition du cinéma, puis en 1896, la radio devient le premier média de masse et cela poursuivra jusque dans les années 1920. Entre les années 1950-1960, la télévision connaît son essor en devenant un bien de consommation de masse. Environ 500 000 foyers en France ont une télévision en 1950. En 2000, c'est environ 25 millions de foyers. Dans les années 1990, l'apparition d'Internet dans les foyers français a lieu. Les médias se sont eux-mêmes démocratisés, en devenant accessibles au plus grand nombre à un prix de plus en plus réduit et en autonomisant du pouvoir politique. La presse apparaît comme un moyen de contestation, ce qui explique que les premiers textes démocratiques aient consacré sa liberté. Les premières lois garantissant les libertés sont par exemple celles de 1881. Nous avons la loi sur la liberté de la presse, qui stipule la suppression de tout régime préventif, l'abolition du délit d'opinion et disparition de la censure. En 1982, c'est une loi sur la communication audiovisuelle, posant le principe de la liberté de l'audiovisuel. En 1986, la loi sur la liberté de communication vient compléter ce dispositif. Si ces lois sont écrites, c'est parce que les médias ont une fonction démocratique. Les médias et sondages sont aussi un moyen d'expression et un outil de contrôle. Si nous reprenons la définition du philosophe Alain, la démocratie est le contrôle continu et efficace des gouvernés sur les gouvernants. Le citoyen, pour Alain, est le contrôleur et c'est dans cette activité de contrôle que gît la vitalité démocratique. La démocratie pleine n'est possible qu'avec les médias, qui ont alors pour rôle d'apporter et de diffuser sous forme d'information, d'enquête et d'analyse les connaissances aux citoyens pour qu'ils puissent jouer ce rôle de contrôleur. En 1898, dans l'affaire Dreyfus, la presse est un outil qui permet de dénoncer une injustice. Dans l'Aurore, Émile Zola écrit un article intitulé « J'accuse », qui révèle ce scandale et qui a pour conséquence de créer un public, une audience à une cause, de sensibiliser l'opinion sur ce qui fut une faute, une erreur du pouvoir. Le 22 juin 1940, le général de Gaulle utilise la radio pour former la résistance. Aux États-Unis, en 1972, se passe l'affaire du Watergate, je vous explique. Après une tentative de cambriolage du siège du Parti démocrate pendant la campagne présidentielle, la presse mène une enquête poussée pour retrouver les commanditaires de ce crime-là. Et il s'avère que les commanditaires viennent de la Maison-Blanche. Le président Nixon, candidat à sa réélection, cherche donc à, vous le comprendrez, étouffer au maximum l'affaire et à museler quelque part ces médias de masse. Il se trouve que la vérité éclate dans la presse et relayée évidemment par tous ces médias de masse, et tout ceci obligeant Nixon, une fois élu, à démissionner après l'utilisation de méthodes peu démocratiques en 1974. Et c'est cette même volonté finalement de la presse, cette volonté de rétablir la vérité, que nous retrouvons aujourd'hui avec l'affaire Pierre Ménès sur Canal+. Cette fonction de moyen d'expression et outil de contrôle est d'autant plus importante dans le cadre des démocraties représentatives où les citoyens n'exercent leur pouvoir qu'à travers l'élection. Les médias permettent ainsi qu'entre deux élections, les représentés ne disparaissent pas totalement derrière leurs représentants. La presse maintient l'existence d'une opinion publique. D'autant plus que, quelque part, la démocratie indirecte ou semi-directe pose la question de la représentation démocratique qui ne peut exister sans représentation médiatique. Ce qui nous mène à l'importance de l'opinion publique. Donc, nous le rappelons, un sondage est une technique statistique pour mesurer l'état de l'opinion sur une question donnée. Ils sont commandés par les hommes politiques, les médias ou les entreprises. Ils sont donc très importants, vous l'aurez compris, en période électorale. Les sondages permettent donc, en effet, de mieux connaître l'avis
de la population, et c'est par le biais de cette connaissance de la vie du peuple, quelque part, que nous pouvons évidemment dire que les sondages est un outil ultra démocratique. Les médias sont omniprésents dans la vie publique, que ce soit la télévision, la radio, Internet, ou les réseaux sociaux concourent à façonner la vie politique. Le personnel politique lui-même utilise les médias pour alimenter la polémique, faire passer des messages. On peut par exemple prendre l'exemple du président Emmanuel Macron, qui a lancé un défi au youtubeur McFly Carlito de faire une vidéo sur les gestes barrières pour le Covid et d'atteindre plus de 10 millions de vues. Avec l'essor des médias de masse, donc la radio, la télévision, on voit se développer ce que l'on appelle la communication politique, que l'on peut définir comme l'ensemble des actions médiatisées entreprises par les membres de la classe politique afin de légitimer leur action et leur position. C'est un ensemble de pratiques qui visent à établir un lien entre des professionnels de la politique et leurs électeurs, les citoyens. On peut donc différencier la communication politique et la propagande par le système politique dans lequel les médias vont être utilisés. Par exemple, pour la démocratie, on a une pluralité d'opinions et des médias libres, qui sont donc la communication politique. Alors que dans les régimes totalitaires, nous avons une idéologie politique unique, un parti unique et un média contrôlé. C'est donc de la propagande. Les discours politiques et débats politiques sont professionnalisés depuis l'utilisation massive des médias. Les hommes et femmes politiques ont des conseillers en communication, en images, des spécialistes qui rédigent leurs discours, ou encore des publicitaires qui organisent leur campagne électorale. Imaginez les affiches, les slogans. Tout cela au détriment quelquefois de l'authenticité selon les détracteurs de ces méthodes. Donc alors moi je vais vous parler des sondages. Alors tout d'abord je vais définir un peu le terme. Donc un sondage d'opinion sert à donner de manière statistique une indication quantitative de l'opinion d'une population au moyen d'un échantillon représentatif. Alors là je vais plus vous parler du coup des sondages dans la politique. Donc ce sont des sondages qui sont commandés par les médias ou qui peuvent être commandés par les candidats eux-mêmes. Donc ils peuvent servir à évaluer les chances de tel ou tel candidat aux élections, mais aussi de refléter l'opinion d'une majorité de la population pour aider les décideurs à faire des choix. Donc on peut prendre par exemple comme exemple la forte augmentation des dépenses de l'Élysée pour les cédages sous la présidence de Nicolas Sarkozy, qui illustre parfaitement ce phénomène. Alors ensuite, les sondages, ils peuvent paraître influents sur l'opinion publique et sont même parfois accusés de la fabriquer, car en effet, les individus vont quelquefois avoir tendance à s'identifier aux résultats des sondages en faisant confiance dans la majorité. Et de plus, les résultats de ces sondages peuvent aussi et vont influencer les médias dans leur choix de sujets de débat et à lancer lors des élections, en fait. Et aussi, on peut avoir le personnel politique qui peut lui aussi se soumettre quelquefois aux résultats pour changer de politique ou faire des propositions censées satisfaire la majorité des citoyens. Dans cette partie, on s'intéresse à l'émergence de la communication politique et à la croyance en ses effets. Car pour qu'elle s'installe, finalement, et qu'elle prenne une telle importance, il faut que ceux qui la mettent en place croient en l'efficacité de son impact. Philippe Mayerck fait apparaître le marketing politique, on pourrait dire, en 1952 pour la campagne présidentielle d'Eisenhower. C'est ce qui change avant ce marketing politique, c'est l'introduction d'une démarche globale, organisée et rationalisée de la communication. Ainsi, nous pouvons dire que la genèse de la communication politique commence dans les années 1950 avec le développement et l'utilisation de l'audiovisuel, des publicités, des spécialistes des médias qui entourent les hommes politiques et surtout l'apparition du débat télévisé dont nous reparlerons plus tard. En France, la communication politique apparaît en même temps que l'élection de 1965, soit en même temps que l'introduction finalement de l'élection présidentielle au suffrage universel direct, soit l'élection du président par le peuple.
Donc on voit ainsi que le renforcement de la démocratie représentative a finalement donné en même temps lieu à la nécessité d'informer plus le peuple évidemment et ainsi recourir plus aux médias. En 1974, nous avons l'envolée de la communication politique avec notamment l'entrée en vigueur du débat télévisé. Celui-ci est alors considéré comme finalement une étape décisive de l'entre-deux tours et devient un rite de passage depuis justement 1974 jusqu'à nos jours. Pour atteindre les positions du pouvoir aujourd'hui, il faut savoir attirer les médias. Ce qui pourrait poser problème, c'est que la légitimité médiatique, le savoir-paraître, n'est pas régie par des règles démocratiques. Au contraire, elle dépend finalement de la capacité à utiliser des petites phrases, à susciter des émotions. La communication politique prend alors, dans les démocraties modernes, une place considérable dans la conquête et dans l'exercice du pouvoir. Et c'est alors que l'on rentre finalement dans l'ère de la communication politique. Prenons un exemple qui s'éloigne un peu des frontières de la démocratie en France, mais qui illustre parfaitement notre problème, celle de l'élection de Barack Obama en 2008. Barack Obama a dépensé près de 207 millions d'euros pour sa communication. Dans cette campagne, en gros, Internet, les réseaux sociaux ont permis de diffuser une image différente de celle diffusée par les médias traditionnels, si l'on peut dire, et a permis aussi finalement de lier un contact direct avec les citoyens. Franck Louvrier, conseiller en communication et chef de service de presse de l'Élysée sous la présidence de Nicolas Sarkozy, explique dans un article du Monde en février 2008, la même année, que le nombre d'événements médiatisés s'est accru de 450% depuis mai 2007. On y voit notamment un véritable renforcement de la démocratie. Néanmoins, l'espace médiatique prend une place importante dans l'espace public. Donc ensuite, les sondages peuvent aussi influencer les résultats des élections et de ce fait, ils sont désormais interdits à la veille des scrutins en France. Donc on peut aussi se poser la question, là on peut prendre un exemple que si un sondage avait donné Jean-Marie Le Pen au second tour de l'élection présidentielle de 2002, on peut se poser la question de est-ce que les électeurs n'auraient-ils pas mobilisé plus de voix pour Lionel Jospin, ce qui aurait forcément changé le cours de l'élection. Alors maintenant, nous allons vous présenter notre dernière partie, donc les limites des médias et sondages dans la démocratie française. Alors donc là, je vais en fait faire un classement avec des pourcentages en fait sur les différents moyens de diffusion des informations aujourd'hui. Et voilà, les Français ont été interrogés et ont dévoilé si ils avaient plus confiance en tel moyen de diffusion, etc. Donc, comme toujours, donc la radio reste en tête des médias en qui les Français accordent le plus leur confiance. Voilà, donc avec 52% des personnes interrogées, ces 52% jugent la radio, enfin, trouvent que la radio diffuse des nouvelles fidèles en fait à la réalité. Ensuite, en deuxième position, on a les journaux avec 48%, et ensuite la télévision avec 42%. Voilà. Et en dernière position, on a Internet, voilà, qui est mesuré depuis 2005, où il n'y a que 28% des Français qui trouvent que les informations, toutes les informations sont, voilà, sont proches de la réalité, sont crédibles, etc. Mais voilà, c'est quand même un pourcentage qui reste encore très bas parce qu'il y a encore beaucoup de fake news sur Internet, etc. Donc là, on peut prendre un exemple avec le Covid-19. Donc après une année très fortement marquée par le coronavirus, les Français se montrent extrêmement partagés en fait sur le traitement médiatique de l'épidémie. Donc il y a 44% d'avis qui sont positifs contre 43% d'opinions négatives.
Donc une partie qui va être plutôt pour la diffusion d'informations, on peut dire massives sur l'épidémie pour voilà, pouvoir en savoir plus et de pouvoir être tenu des informations presque tout le temps en fait, et d'autres justement qui vont plutôt ne pas vouloir n'être trop surchargés par un grand nombre avec beaucoup d'informations sur le même sujet. Donc voilà, parmi les principaux reproches, il y a eu le fait d'avoir donné trop d'importance à des non-spécialistes, donc ça a été pour 73% des sondés, et aussi de dramatiser les événements, donc là c'est pour 66%. Et en outre, il y a 74% des Français qui jugent que justement les médias ont trop parlé du Covid-19 et qu'il y a pu effectivement avoir certaines confusions dans les informations qui des fois même pouvaient être fausses parce qu'elles étaient divulguées trop vite. La démocratie, vous l'aurez compris, dépend du degré de liberté des médias par rapport au pouvoir politique, afin de pouvoir fonctionner, comme nous l'avons dit dans l'introduction, comme un contre-pouvoir. Mais aussi, si les médias sont aussi essentiels, à notre démocratie, il paraît assez évident qu'ils soient eux aussi indépendants des grands groupes financiers. Ça paraît essentiel. On va donc voir dans cette suite de parties que les médias sont accusés d'avoir un impact négatif sur le jeu démocratique, sur la manipulation des citoyens et ainsi ne pas forcément permettre l'émergence d'une pluralité d'opinions. Tchakotine, dans Le viol des foules par la propagande politique, explique à travers le concept des réflexes conditionnés de Pavlov qu'il apparaît possible, avec les médias, de solliciter les pulsions des individus. La télévision apparaît comme le média le plus critiqué. En effet, ce média de masse touche des citoyens en position passive et est acculé de simplifier les débats et de construire l'opinion. Au-delà de la liberté d'opinion autorisée et proclamée par la démocratie, encore faut-il que dans le système dans lequel les individus évoluent et dans lequel les opinions se forment, permettent l'apparition d'une pluralité d'opinions. En 1964, Herbert Marcuse publie L'homme unidimensionnel et montre l'affaiblissement progressif de la critique dans les sociétés industrielles avancées. Marcuse voit dans la technique de communication de masse l'instrument d'une telle manipulation. Les masses sont manipulées par les médias eux-mêmes, soumis aux ordres des grands intérêts privés. Les médias ainsi affaiblissent la contestation et diffusent l'idéal de la société de consommation en créant des désirs. Ce qui fait dévier évidemment les médias de leur fonction de contrôle de la démocratie. Les médias ont également un impact en faisant et défaisant l'agenda politique. Le rôle de l'Assemblée s'en retrouve amoindri et la politique finalement renvoie à des visions de long terme, mais le fonctionnement des médias fait que la politique devient une succession d'instants et de moments médiatisés. Autre point critique que nous pouvons apporter, les médias diffusent et croient aux sondages. Sondage, point clé de notre réflexion. Les sondages peuvent ainsi transformer le jeu politique et déplacer les questions des véritables enjeux. L'opinion est alors incarnée uniquement par les sondeurs. C'est pourquoi Pierre Bourdieu, en 1973, a déclaré que l'opinion publique n'existe pas. Bourdieu, finalement, s'interrogeait sur le rôle des médias et appréhender le champ journalistique à travers ces mécanismes. Il explique que malgré le fait que la démocratie ait banni la censure, il existe toujours, à travers les jeux du pouvoir qui apparaissent dans ce champ, une censure politique et économique, ce dont nous avons parlé du fait de l'appartenance aux grands groupes financiers. Ainsi, du fait que les journalistes finalement soient recrutés dans les mêmes classes sociales que les politiques, et au vu du mode de financement dont nous avons parlé des différents médias, cela ne permet pas forcément l'exercice d'une liberté totale. De plus, nous pouvons ajouter que la concurrence s'exerçant entre les sources journalistiques à travers la course à l'audience a pour effet, je le pense, d'homogénéiser l'information. Afin de faire une sorte de micro-conclusion de cette partie concernant les limites des médias et des sondages dans la démocratie, à savoir la France, nous pouvons prendre l'exemple de gros médias détenus par de gros groupes financiers et nous appuyer sur l'exemple de TF1. En effet,
Nous pouvons comprendre que la liberté de la presse soit si basse en France car de gros groupes de presse sont détenus par de gros groupes financiers. Ainsi, cela explique peut-être un peu mieux que TF1 préfère diffuser des reportages sur la poterie en Indochine plutôt que de faire des reportages sur les camps de concentration chinois de la population ouïghour. Concernant les limites des sondages, en petite conclusion, nous pouvons dire que les sondages peuvent eux aussi se tromper finalement. Par exemple, lors des élections, les sondages peuvent être faussés car l'intention de vote des électeurs est souvent différente de leur choix définitif. Nous pouvons par exemple prendre l'exemple de l'élection présidentielle de 2002. Personne ne s'attendait à voir Jean-Marie Le Pen au second tour. Nous avons aussi des limites ainsi quantitatives, car l'échantillon peut ne pas être assez représentatif de la diversité de la population lorsqu'il est trop faible, et ainsi il est possible que cet échantillon ne tienne pas compte de certaines caractéristiques sociales. Nous avons aussi des limites qualitatives, nous en avons parlé avec Pierre Bourdieu, qui disait d'ailleurs que les sondages ne mesurent pas l'opinion, ils la produisent. Et nous pouvons ainsi dire, aussi rajouter une limite au sondage, finalement c'est le fait que les cotes de popularité sont dépendantes des événements. Donc les résultats peuvent être différents s'ils sont effectués avant ou après un événement favorable ou défavorable. Je pense que vous le comprendrez tout à fait. Il est désormais temps de faire un petit récapitulatif de tout ce que nous avons vu, ainsi qu'une petite conclusion concernant le rôle des médias et des sondages dans la démocratie française. Nous avons donc vu que les médias et les sondages étaient des outils ultra-démocratiques et que ceux-ci étaient complètement indiscutables. Nous avons aussi vu que l'invention d'Internet a permis d'abolir les frontières des États et de diffuser des informations sans contrainte, ce qui est plutôt un progrès dans le domaine de la liberté d'expression. Pour les personnels les plus isolés, donc les habitants des milieux ruraux ou les personnes handicapées, etc., ils constituent un accès plus égalitaire aux grandes ressources du savoir. L'émergence des médias libres est favorable au fonctionnement démocratique. Nous l'avons compris, car elles garantissent finalement la circulation efficace de l'information et la contestation, pouvant tenir le rôle de contre-pouvoir dont nous avons parlé dans l'introduction. Cependant, aucun contrôle n'est effectué sur Internet et l'on y trouve des calomnies, des fausses nouvelles, des images contraires à la dignité humaine. Ainsi, la vigilance et la formation des internautes est ici le seul rempart contre la désinformation. Nous appelons ces internautes-ci des cybermilitants. Ce sont des personnes qui utilisent les technologies de l'information et de la communication pour agir en faveur d'une idée, d'une cause ou d'un parti. Avec le développement des médias de masse, la communication politique est de plus en plus prisée et l'utilisation par le politique et la maîtrise finalement de celle-ci est devenue primordiale, voire même indispensable lors de la conquête du pouvoir ou l'exercice de celui-ci, conférant ainsi par A plus B aux médias un pouvoir non négligeable, pouvoir qu'il faut ainsi surveiller dans le cadre d'une démocratie, ce qui paraît évident. Cependant, beaucoup de gens s'interrogent sur l'impact, les conséquences qu'a l'utilisation des médias sur l'opinion du citoyen, sur le jeu politique et plus largement sur notre démocratie. Ces auteurs proposent alors de rester vigilants, nous les avons vus, ces auteurs, notamment Pierre Bourdieu et j'en passe, de rester vigilants à l'indépendance et au degré de liberté effectif des médias, tant par rapport aux politiques, mais également par rapport au système financier afin de ne pas dévier de l'idéal démocratique. C'est ce dont nous avons vu dans la troisième partie, les limites. Nous pouvons aussi dire en conclusion que finalement notre problématique et que nous avons posée concernant expérience et fondement de la démocratie et notre sujet qui portait sur les médias et les sondages était une problématique très actuelle
et n'auraient pas finalement eu lieu dans un autre temps du fait de l'anonymat dont les gens peuvent jouir, sur Internet et la rapidité de la circulation de l'information. Si je peux faire un petit exemple pour illustrer ce que je viens de dire, nous pouvons comparer finalement les lanceurs d'alerte comme Snowden à Émile Zola avec J'accuse. Nous voyons bien que la création d'Internet et cette accélération du temps finalement et de la circulation de l'information a fait naître les problématiques dont nous avons parlé. En somme, Internet et les médias, n'importe qui diffuse n'importe quoi. C'est pourquoi le prochain épisode portera sur la liberté d'expression. Finalement, la liberté d'expression existe-t-elle vraiment dans une démocratie ?